Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux à participer à ce nouveau webinaire. L'année 2021 est définitivement enterrée, vive 2022. Mais si l'on se penche sur les prix de l'immobilier, y a-t-il vraiment lieu de se réjouir des semaines et des mois à venir? On le sait, ceux-ci ont grimpé de manière vertigineuse durant ces 2 dernières années. Le Covid est passé par là. Le baromètre des notaires est clair sur ce point, ainsi que l'indice Trévi, publié récemment. Il note une hausse annuelle d'environ 5,5%, soit la plus forte rencontrée durant ces 10 dernières années. Ajoutez à cela l'enjeu de la transition énergétique en matière de logement. Et vous avez tous les éléments pour comprendre comment l'état des lieux du résidentiel en Belgique n'est pas des plus réjouissants. Aujourd'hui, pour devenir propriétaire, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. La difficulté se corse encore si vous êtes jeune, sans gros revenus et sans patrimoine familial. Le jeune se retrouve alors devant une impasse. Les prix ont atteint des niveaux vertigineux, les salaires font du surplace, leurs dépenses augmentent, comme faire les prix du coût de l'énergie, et pour couronner le tout, les très faibles taux d'intérêt imposent une grande prudence aux banques qui ne prêtent d'ailleurs plus la totalité du montant. Hélas, tant que les choses restent en l'état actuel, l'accès à la propriété sera donc toujours aussi compliqué pour les jeunes ou pour ceux qui ne disposent pas de gros moyens. C'est dans ce contexte que Christopher Waris et Geert Langenus présenteront un état des lieux et du résidentiel donc en Belgique. Avant de vous donner la parole, je voudrais d'abord vous présenter. Christopher, vous êtes économiste au département des études de la Banque nationale de Belgique. Vous disposez d'un master en sciences économiques de l'UCL et vos intérêts portent principalement sur les questions relatives à la conjoncture et au marché immobilier en Belgique. Quant à vous, Geert Langenus, vous êtes diplômé en économie de l'Université de Gand et de l'Université catholique de Louvain. Vous avez rejoint le département des études de la Banque nationale de Belgique en 1994 en tant qu'expert en finances publiques. Depuis 2012, vous chapeautez le groupe des comptes nationaux et du cycle économique, responsable de l'analyse et des projections macroéconomiques. Vous apparaissez régulièrement dans les médias belges, vous avez occupé différents postes d'enseignement et vous êtes l'auteur de nombreuses publications. Vous êtes également impliqué dans divers projets d'assistance technique liés à la politique budgétaire et économique et aux statistiques macroéconomiques auprès du FMI et de l'OCDE notamment. Avant de vous donner la parole, je voudrais faire un rappel pour tous les participants. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le Q&A. Vous aurez aussi l'occasion d'évaluer ce webinaire. En fin de webinaire, on vous transmettra un lien sur lequel vous pourrez participer à un sondage. Voilà, je pense avoir été complète. Geert, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Véronique. Bonjour à tous et à toutes. Je crois que ma tâche principale dans ce webinaire, c'est de céder la parole le plus rapidement possible au vrai spécialiste qui est Christopher Waris et qui suit le marché immobilier, donc notamment le marché immobilier résidentiel de beaucoup plus près que moi. Cependant, je tenais à vous expliquer pourquoi on organise en fait ce webinaire. La réponse courte, c'est que Véronique nous l'a demandé et on a dit oui. Mais en fait, pourquoi est-ce que la BNB suit le marché immobilier? Et ça impacte nos activités, en fait, ou ça nous intéresse pour différentes raisons, disons-le comme ça. Donc, le premier angle d'attaque, c'est l'impact sur l'activité économique. Pour comprendre cela, et ça explique aussi pourquoi c'est nous, donc le département des études, et donc notamment moi, Peter et Christopher, que vous voyez ici. Pour comprendre l'impact sur l'activité économique, il suffit de simplement vous rappeler comment la grande crise financière de 2008 et 2009 a été causée. En fait, ça a trouvé son origine sur certains segments du marché hypothécaire américain. Ça a été renforcé en Europe dans certains pays, notamment l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne, par des problèmes dans le secteur de la construction et donc dans le marché immobilier. La deuxième grande raison, en fait, c'est que la banque doit s'occuper aussi de la stabilité financière. Donc, on a notre rôle prudentiel, que ce soit macro ou micro-prudentiel. Et donc, dans les deux cas, en fait, il se trouve que dans les crédits hypothécaires, en fait, pèsent très lourd dans les bilans des banques. Donc, on a tout intérêt à suivre un peu comment évoluent les prix, les transactions, etc. sur le marché.
La troisième ligne d'attaque, c'est une raison statistique. En fait, comme vous savez, on fait aussi des statistiques dans les banques, notamment sur le patrimoine des ménages depuis récemment. Et donc, un élément du patrimoine des ménages, souvent les ménages sont propriétaires de leur logement, de leur maison, de leur appartement. Donc, on doit en fait comptabiliser cela dans le patrimoine des ménages. Ceci dit, on a aussi un rôle un peu plus général pour contribuer au débat et à l'analyse économique. Et deux grands thèmes qui sont très importants le jour d'aujourd'hui, c'est l'accessibilité au logement. Je pense que Véronique a déjà très bien introduit le sujet. L'accessibilité oui, au logement, en fait, surtout pour des jeunes. Et le deuxième grand thème duquel on s'occupe, c'est la transition énergétique des logements. Donc les deux sujets ou les deux grands thèmes seront traités par Christopher dans le courant de ce webinaire, mais il va commencer par vous donner un peu de background plus général sur le marché. Et ceci étant dit, je reste disponible pour des questions après, évidemment, mais maintenant je joue mon rôle et je donne donc la parole à Christopher. The floor is yours, Christopher. Merci Geert, merci Véronique pour cette introduction. La présentation d'aujourd'hui sera subdivisée en différentes sections. Donc, tout d'abord, nous allons aborder l'évolution des prix des logements en Belgique ainsi qu'ailleurs en Europe. Nous aborderons ensuite les éléments qui sous-tendent cette évolution des prix en Belgique, mais aussi ailleurs, à long terme et à plus court terme. Se posera dès lors la question de savoir si les prix sont jugés trop élevés et si la propriété demeure accessible en Belgique, en particulier pour les plus jeunes emprunteurs. Et nous aborderons, comme Geert vient de le mentionner, deux thèmes importants. Donc, en plus de l'accessibilité au logement, c'est la transition énergétique des logements. Et nous profiterons aussi de l'occasion pour vous présenter les résultats de notre nouvel indice hédonique des prix immobiliers, c'est-à-dire un indice qui tient compte des caractéristiques des logements. Mais je reviendrai plus en détail sur le sujet par la suite. Alors, tout d'abord, qu'en est-il de l'évolution des prix des logements en Belgique ? Je pense que ça ne surprendra personne si l'on vous dit que les prix ont nettement augmenté ces dernières décennies. Depuis que des statistiques fiables existent en la matière, c'est-à-dire depuis les années 70, on note une très forte tendance à la hausse des prix des logements. Plus précisément, on a seulement observé deux périodes au cours desquelles les prix ont chuté de manière un petit peu plus marquée. C'est durant la première moitié des années 80 et lors de la crise économique et financière de 2008-2009. Néanmoins, comme vous pouvez le voir sur ce slide, les diminutions des prix durant ces deux périodes ont été très limitées, que ce soit en termes d'ampleur ou même de durée, en particulier lors de la crise de 2008-2009. Mais surtout, ces diminutions de prix sont sans commune mesure avec les hausses importantes qui ont été observées avant cette période, entre ces deux périodes et après la crise financière de 2008-2009. On a plus particulièrement deux périodes au cours desquelles les prix ont augmenté de façon soutenue en Belgique, au début des années 2000 et plus récemment. Plus récemment, on avait une croissance des prix immobiliers qui était aux alentours de 3,6% en moyenne entre 2017 et 2019. En 2020, on notait déjà une première accélération de la croissance des prix avec une croissance d'environ 6%. Et en 2021, cette croissance est de nouveau accélérée pour atteindre 8,4% par rapport à 2020, ce qui est donc clairement une accélération de la progression des prix. Au total, depuis 1973, les prix nominaux des logements en Belgique ont été multipliés par un facteur 15. Si l'on tient compte de l'inflation, cette augmentation est bien sûr moins soutenue, mais les prix ont triplé depuis les années 70. Alors, en Belgique, on ne note pas de grande divergence dans l'évolution des prix entre les différentes régions. On a plus ou moins la même évolution des prix, que ce soit en Flandre, en région wallonne ou en région bruxelloise. Toutefois, c'est en région flamande que l'augmentation est la plus soutenue depuis les années 70 et différents éléments peuvent l'expliquer. Je reviendrai un peu sur le sujet dans la suite de la présentation. En ce qui concerne l'évolution des prix en région de Bruxelles-Capitale, on constate, donc c'est la courbe bleue claire sur le graphique de droite,
on constate que c'est dans cette région que les prix se sont montrés un peu plus volatiles. Donc on explique cet élément par le fait que la région bruxelloise est sûrement plus sensible au choc démographique notamment, en raison de la nature de la région par rapport aux deux autres régions. C'est une région qui est géographiquement plus petite et qui est quasi exclusivement urbaine. La répartition de l'activité immobilière en Belgique, comme vous pouvez le voir sur la carte à gauche, suit bien entendu la répartition de la population dans le pays. La région flamande représente un peu plus de 60% du marché de l'immobilier résidentiel. En région wallonne, on est un petit peu en dessous des 30%, et la région bruxelloise, elle, représente 9% de l'activité. Alors, lorsque l'on analyse l'évolution des prix immobiliers en Europe et en zone euro en particulier, on a généralement tendance à classer les pays selon différents groupes. Et pour ce faire, on s'attarde plus particulièrement à l'évolution des prix autour de la crise de 2008-2009. Pourquoi? Parce que c'est durant cette période que les cycles immobiliers se sont fortement désynchronisés. C'est durant cette période qu'on a observé des évolutions de prix assez différentes au sein de la zone euro ou au sein de l'Europe plus généralement. Dans un premier groupe de pays, donc tout à gauche, vous retrouvez des pays plutôt périphériques de la zone euro, comme l'Irlande, l'Espagne et l'Italie, mais aussi un pays central comme les Pays-Bas. Dans ces pays, les prix ont augmenté de façon très soutenue avant la crise de 2008-2009. Et arrivé à cette période, autour de 2008-2009, on a commencé à enregistrer des chutes des prix immobiliers. Ces chutes ont été fortement marquées en termes d'ampleur, mais aussi en termes de durée. Elles ont été persistantes, elles ont duré plusieurs années. Là, la situation peut varier d'un pays à l'autre, mais on remarque généralement une reprise des prix immobiliers dans ces pays qui a été constante jusqu'à très récemment et jusqu'à une accélération comme on le voit dans le cas de la Belgique. Dans un deuxième groupe de pays, on va retrouver la Belgique, mais aussi la Finlande ou surtout la France. Dans ces pays, on a une augmentation des prix de l'immobilier avant 2008-2009, mais cela n'a pas donné lieu à une correction à la baisse comme ça a pu être le cas dans le premier groupe de pays. Par la suite, les prix se sont stabilisés ou ont commencé de nouveau à augmenter. Mais lors de la crise de 2008-2009, la baisse des prix a été très limitée, que ce soit en termes d'ampleur et aussi de durée par rapport à ce premier groupe de pays, comme vous le voyez. Et plus récemment, on observe aussi, en particulier en France et en Belgique, une forte augmentation des prix. Ensuite, et enfin, nous avons le dernier groupe constitué de l'Allemagne et de l'Autriche principalement, où vous allez remarquer donc plutôt une stabilisation des prix des logements au début des années 2000, avant que ceux-ci ne commencent à augmenter de manière très soutenue. Là aussi, pour les périodes les plus récentes, les taux de croissance sont très importants. Donc, on avait une désynchronisation des cycles immobiliers autour de la crise de 2008-2009. La hausse récente des prix qui est observée en Belgique est par contre une évolution générale dans les pays européens. La Belgique n'est pas le seul pays à enregistrer cette hausse très importante. Alors, quels sont les éléments qui peuvent expliquer cette évolution des prix à court terme et à plus long terme? Alors, le premier élément qui vient à l'esprit, c'est bien entendu l'évolution des revenus des ménages. Pourquoi? Parce que si les revenus des ménages augmentent, toutes choses étant égales par ailleurs, le prix que peuvent offrir les ménages pour acquérir un bien immobilier va aussi augmenter. Or, en Belgique, les revenus ont augmenté de manière quasi continue ces dernières décennies. C'est d'ailleurs l'un des éléments, l'une des particularités de notre économie, en comparaison de d'autres économies européennes, c'est que la croissance de nos revenus est continue et stable. Ça apporte de la stabilité au marché de l'immobilier résidentiel et cela soutient la croissance des prix. La grande majorité des Belges, lorsqu'ils veulent acquérir un bien immobilier, ont recours à un emprunt hypothécaire. Dès lors, l'évolution des taux d'intérêt est un élément important qui va jouer aussi sur le marché immobilier. Or, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte diminution, donc c'est le graphique de droite, on constate une forte diminution, en tout cas une forte tendance à la baisse des taux d'intérêt hypothécaires en termes nominaux et en termes réels, donc en tenant compte de l'inflation. Ceci signifie que pour une
pour un même montant emprunté, pardon, la charge de remboursement d'un emprunt hypothécaire, toutes choses étant égales par ailleurs, va diminuer. Dit autrement, si on garde la charge de remboursement constante pour un emprunt hypothécaire, ça signifie que les ménages vont être aptes à emprunter une plus grande somme d'argent pour acquérir un bien immobilier. Cela va donc soutenir le marché de l'immobilier résidentiel. Selon les dernières informations disponibles, il y aurait une hausse des taux nominaux depuis avril 2022 et la banque va bien entendu suivre cette évolution de très près. Toutefois, en tenant compte de l'évolution de l'inflation, les taux d'intérêt se situent actuellement en territoire négatif, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Et donc, l'explication que je viens de donner, c'est un impact direct de l'évolution des taux d'intérêt sur le prix des logements. Pardon. Il y a aussi un autre impact qui est dit non linéaire, plutôt indirect, qui provient du fait que les taux d'intérêt persistent à des niveaux qui sont bas. Donc on le voit très bien sur le graphique, d'un point de vue historique, les taux sont très très bas. Cette persistance à des niveaux bas fait que les rendements pour toute une série d'actifs financiers plus classiques dans l'économie diminuent. Je pense notamment aux placements pour les actions, les obligations. Et le marché immobilier peut apparaître dès lors comme une alternative intéressante pour les investisseurs en quête de rendement. Et donc, c'est un élément supplémentaire qui va soutenir le marché de l'immobilier résidentiel, en particulier durant les dernières années. Alors, un autre élément qui est important pour le marché de l'immobilier résidentiel en Belgique, c'est l'évolution de la démographie. Donc, on a, comme vous le voyez sur le graphique de gauche, une croissance de la population en Belgique, une croissance du nombre d'habitants qui est clairement positive depuis de nombreuses décennies. Durant les années 70, les années 80 et les années 90, la croissance démographique en Belgique était certes positive, mais elle demeurait inférieure à ce qui était observé en moyenne ailleurs dans la zone euro. On a par contre une inversion de la tendance à partir des années 2000. Donc dans les années 2000 et les années 2010, la croissance démographique en Belgique est supérieure à celle de la zone euro, en particulier dans certaines régions, notamment la région bruxelloise. Donc ceci pointe clairement vers une augmentation de la demande sur le marché de l'immobilier. Mais à cela, il y a aussi un autre élément démographique qui vient s'ajouter, un autre phénomène, c'est la diminution progressive de la taille moyenne des ménages, de la taille moyenne des familles, ce qui implique que la croissance du nombre de ménages est supérieure à la croissance du nombre d'habitants. Or, c'est la croissance du nombre de ménages qui est intéressante si on analyse la demande sur le marché immobilier, puisque ce sont des ménages, des familles que l'on loge et non simplement des individus. Donc, ces éléments sur les deux derniers slides pointent clairement vers une augmentation de la demande. Mais qu'en est-il de l'offre? Parce que les prix immobiliers, c'est la rencontre, bien entendu, entre l'offre et la demande en logement. Eh bien, l'offre immobilière en Belgique, elle est généralement considérée comme inélastique, c'est-à-dire qu'elle réagit faiblement ou tardivement à des mouvements de prix. Ce qui signifie que des chocs de demande sur le marché de l'immobilier vont surtout engendrer des hausses de prix, enfin des ajustements de prix, pardon, plutôt que des ajustements de l'offre. L'OCDE a estimé l'élasticité de long terme de l'offre de logement, comme vous voyez sur le graphique, et il apparaît clairement que la Belgique a l'un des scores les plus bas, avec un score que l'on peut arrondir à 0,5 par facilité. Ça signifie plus précisément qu'en Belgique, lorsque les prix de l'immobilier résidentiel, les prix des logements augmentent de 1%, cela donne lieu en moyenne à long terme à une augmentation de l'offre de l'offre et donc plus particulièrement des investissements résidentiels de 0,5%. À titre de comparaison, lorsque les prix augmentent de 1% aux États-Unis, les investissements résidentiels augmentent de près de 3%. En Suède, ils augmentent de 2%. Alors, qu'est-ce qui fait que l'offre est peu flexible en Belgique? Pourquoi elle réagit faiblement? Eh bien, il y a sûrement la présence de certaines restrictions. Et généralement, en sciences économiques, on différencie deux types d'entraves, les entraves dites physiques ou géographiques et les entraves réglementaires. Les entraves physiques ou géographiques sont constituées de l'ensemble des éléments qui vont limiter les terrains disponibles à la construction de nouveaux logements.
Et donc, on pense tout de suite à deux éléments. Ici, le premier, c'est les caractéristiques géographiques d'un pays. Si vous avez un pays montagneux ou avec des grandes étendues d'eau, bien entendu, ça va être plus difficile de construire de nouveaux logements. À l'inverse, un pays comme la Belgique, relativement plat, avec une géographie relativement facile, ne doit pas avoir ce genre de soucis. Donc, il y a une autre cause, éventuellement, et celle-ci est la densité de population. Donc, la Belgique a une densité de population très importante. On le voit notamment par le fait que la superficie bâtie en Belgique représente une part très importante de la superficie totale disponible par rapport aux autres pays de l'OCDE. Donc, c'est le graphique de gauche. Avec les Pays-Bas, nous sommes les premiers au ranking de l'OCDE. Et si on regarde de plus près la situation en Belgique, sur la carte à droite, on constate que la rareté des terrains, elle est surtout manifeste en région de Bruxelles-Capitale et en région flamande. À l'inverse, en région wallonne, la situation est un petit peu plus favorable, à l'exception des arrondissements de Liège, de Charleroi et de Mons. On a très peu de terrains qui sont bâtis, donc on n'a pas de pénurie de terrains à bâtir, comme ça peut être le cas en région bruxelloise, bien entendu, et au nord du pays. Donc un autre élément dont je faisais mention précédemment, ce sont les entraves réglementaires. Ici, l'idée, c'est que si la réglementation en matière d'aménagement du territoire est particulièrement stricte, cela va limiter d'une part le nombre de terrains disponibles à la construction de nouveaux logements, mais ça va aussi limiter la densification du bâti existant. Par exemple, s'il y a des règles spécifiques quant à la hauteur des bâtiments qui peuvent être construits, on ne pourra pas augmenter, construire des immeubles très hauts avec des appartements, ce qui peut poser donc problème si on veut densifier le bâti existant. Alors, généralement, la Belgique a une législation qui est considérée comme étant relativement stricte. Donc l'OCDE classe les pays en fonction de ce caractère restrictif pour la législation en matière d'aménagement du territoire, d'utilisation et d'occupation du sol. Et on est légèrement au-dessus de la moyenne parce que différents niveaux de pouvoir sont impliqués, parce qu'il y a de nombreuses possibilités de recours. Alors bien entendu, on a conscience que cette législation existe aussi pour de très bonnes raisons. Il y a toute une série d'objectifs qui sont poursuivis grâce à ces législations. On pense notamment à la protection environnementale, à la protection paysagère, si je peux dire, et ainsi que la sécurité tout simplement des bâtiments. Mais cela a aussi un impact sur la capacité de l'offre à réagir aux chocs de demande sur le marché immobilier. D'ailleurs, la durée moyenne nécessaire pour l'octroi d'un permis de bâtir en Belgique est relativement longue par rapport à d'autres pays européens. On est aux alentours de 5 mois pour la Wallonie et Bruxelles, tandis que la Flandre a une durée encore plus longue de 7 mois. Alors, une façon de montrer l'impact de cette faiblesse de l'offre sur le marché immobilier, c'est de regarder dans quelle mesure le stock de logements augmente. Donc le stock de logements, c'est l'ensemble des logements qui sont construits en Belgique, qu'ils soient disponibles ou non, donc c'est-à-dire qu'ils soient vacants ou non. Vous pouvez voir que le stock de logements a augmenté de façon continue en Belgique depuis les années 90. Mais ici, sur ce graphique, nous comparons cette évolution à la croissance du nombre de ménages. L'idée étant de voir le lien entre les deux variables, entre l'offre et les besoins en logement. Donc, si vous avez une augmentation de la courbe bleue, cela signifie que le stock de logement augmente plus rapidement que la croissance de la démographie, du nombre de ménages, pardon. Par contre, si vous avez une diminution de l'indicateur, comme c'est le cas durant les années 2000 jusqu'à 2010, environ, cela signifie que le stock de logement a peut-être augmenté, mais moins fortement que la demande venant de la démographie. Or, c'est durant cette période de détérioration de l'indicateur d'offre relative que l'on constate une forte hausse des prix de l'immobilier résidentiel, donc c'est-à-dire entre 2000 et globalement 2008-2009. Ça suggère donc qu'au-delà des éléments de demande que j'ai déjà présentés un peu plus tôt dans la présentation, l'offre a aussi joué un rôle dans l'importante hausse des prix immobiliers durant cette période.
Donc la question maintenant est de savoir si l'augmentation récente des logements depuis quelques années est due à une pénurie de l'offre ou non. Eh bien la réponse est non, comme vous pouvez le voir sur le graphique. On a en fait une augmentation du stock de logements qui est très rapide, qui est plus rapide que l'augmentation du nombre de ménages, ce qui indique que la hausse récente des prix de l'immobilier ne peut pas être attribuée à une pénurie de l'offre. Elle est bien due à des effets, à des chocs de demande, pardon, et plus particulièrement à la faiblesse des taux d'intérêt hypothécaires. Donc, comme je le disais en introduction, la question se pose dès lors de savoir si les prix sont trop élevés et si le marché immobilier reste accessible. Alors, pour savoir si les prix sont trop élevés, ce que l'on fait, c'est que l'on compare les prix observés sur le marché au prix, à un prix référent. Alors, cette valeur de référence, elle est calculée, elle est estimée à l'aide d'un modèle économétrique. Et dans ce modèle économétrique, dans ce modèle statistique, on va prendre en compte toute une série d'éléments qui sont des éléments que j'ai passés en revue précédemment dans la présentation, à savoir le revenu disponible des ménages, les taux d'intérêt hypothécaires, le nombre de ménages, pour prendre donc en compte l'évolution de la démographie, ainsi que les changements structurels du marché immobilier, du marché hypothécaire, en particulier la fiscalité. Si on fait ceci, donc vous voyez notre indicateur à droite du slide, cela indique une déviation des prix immobiliers actuellement de 19% par rapport à leur valeur de référence. Donc les prix sont supérieurs de l'ordre de 19% par rapport à cette valeur qui est estimée à l'aide d'un modèle économétrique. Et on constate une forte augmentation de cette déviation durant les années précédentes. Ceci indique que l'augmentation des prix immobiliers, très importante donc depuis quelques années, ne peut pas être totalement reliée aux déterminants fondamentaux du marché immobilier. Alors, il convient bien entendu de rester prudent avec ce type de mesures dans la mesure qu'il s'agit d'un modèle économétrique qui a également ses limites et on ne peut pas tenir compte de l'ensemble des éléments qui peuvent influencer les prix de l'immobilier. En tout cas, on peut juger qu'actuellement, les prix sont sont plus élevés que leur valeur de référence. Donc la question se pose dès lors de savoir si le marché reste accessible. Le marché immobilier est bien entendu fortement lié au marché hypothécaire puisque la grande majorité des ménages ont recours à un emprunt pour acquérir un logement. Or, le volume de nouveaux crédits hypothécaires a augmenté de façon quasiment continue et de façon stable depuis quelques années. Cela suit bien entendu la progression des prix de l'immobilier. Et au sein de ce volume de crédits hypothécaires, on constate que la répartition par âge des emprunteurs est restée relativement constante. En particulier, la part que représentent les emprunteurs jeunes, c'est-à-dire âgés de moins de 35 ans, est restée relativement stable. On note certes une légère contraction au cours du temps, mais elle reste relativement stable. Donc les emprunteurs continuent à pouvoir accéder au marché hypothécaire, en particulier les jeunes. Toutefois, selon nos estimations, l'apport personnel moyen pour des primo-acquérants qui sont majoritairement des jeunes emprunteurs a augmenté et de façon significative ces dernières années. Donc on note une augmentation, comme vous le voyez sur le graphique de gauche, à partir de 2018, mais cette accélération s'est fortement accélérée en 2020 et 2021. Alors, la quotité empruntée moyenne par les emprunteurs a certes diminué pour atteindre un peu plus de 80% en 2021, mais on doit cette augmentation de l'apport personnel surtout à l'augmentation très importante des prix de l'immobilier résidentiel. Ceci implique une charge de remboursement qui est constante au cours du temps. Donc pour un couple dont les deux membres sont âgés entre 18 et 34 ans et qui travaillent à temps plein et sont rémunérés au salaire moyen, ça implique une charge de remboursement légèrement en deçà de 20%. Attention qu'elle peut être plus élevée dans certains cas, notamment s'il s'agit d'une personne isolée. Toutefois, cette augmentation de l'apport personnel peut et risque de pousser certains jeunes vers des logements moins onéreux, c'est-à-dire plus petits, éloignés des centres-villes, qui bénéficient de performances énergétiques en dessous de la moyenne, etc. L'apport personnel est important parce que si l'apport personnel n'est pas possible, la charge de remboursement va fortement augmenter. Donc toujours dans le cas
d'un couple dont les deux membres travaillent à temps plein et sont rémunérés au salaire moyen, ça implique une augmentation de la charge de remboursement qui atteint donc presque 35% de leurs revenus. Et c'est d'autant plus problématique dans certaines zones du pays, là où les prix immobiliers sont particulièrement élevés. On pense surtout aux grandes villes comme Louvain, Gand, Bruxelles, Bruges et dans une moindre mesure Anvers et Namur, alors que dans des villes comme Liège, Mons et Charleroi, la problématique est sûrement moins importante en raison des prix des logements qui sont en moyenne plus faibles. Alors, nous profitons de cette présentation pour présenter, vous exposer les principaux résultats de nos travaux de recherche quant à l'évolution des prix immobiliers, bien entendu, mais plus particulièrement quant au développement d'un nouvel indicateur, un indicateur dit hédonique des prix immobiliers. Donc, c'est un projet de recherche en collaboration avec l'Université catholique de Louvain. Alors, qu'est-ce qu'un indice hédonique des prix? C'est tout simplement un indice qui prend en compte l'évolution des caractéristiques des logements au cours du temps. Alors, pourquoi c'est important de faire cela? Tout simplement, lorsque vous voulez mesurer l'évolution des prix des logements au cours du temps, vous devez utiliser les prix des logements qui sont vendus chaque trimestre ou chaque année. Et donc, il est fort probable que les caractéristiques de ces logements diffèrent d'une période à une autre. Par exemple, si vous comparez l'évolution des prix entre 2 années, mais que une des 2 années en question a vu le nombre de grands logements, par exemple, vendus être plus important, eh bien, vous allez gonfler artificiellement la croissance des prix que vous mesurez. Et donc, c'est important de prendre en compte cet élément pour le dire en d'autres mots, pour éviter de comparer des poires et des pommes. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. À la Banque nationale, nous le faisons depuis plusieurs années. Donc, l'indicateur que je vous ai montré au tout début de la présentation pour appréhender l'évolution des prix immobiliers le fait. Et donc là, on tient compte de 2 éléments. Premièrement, la localisation du logement au niveau de l'arrondissement et le type de logement dont il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une maison, d'une villa ou d'un appartement, puisque le prix de ces logements, de ce type de logement, n'est pas du tout le même en moyenne. Mais on peut bien sûr aller beaucoup plus loin que ça, et c'est ce qu'on fait avec ce nouvel indice hédonique des prix immobiliers. Et donc là, on va tenir compte de toute une série d'éléments que sont notamment la localisation, comme on le faisait précédemment, mais ici, on va le faire au niveau communal, ce qui est beaucoup plus précis. On va aussi tenir compte de l'âge du bâtiment, du logement. On va tenir compte de la surface habitable, de la surface d'un jardin, puisque s'il y a un jardin, généralement, ça influence le prix moyen des logements. Et on va aussi tenir compte, c'est très important, des performances énergétiques des bâtiments. Alors, sur ce premier graphique, sur ces 3 premiers graphiques plutôt, ce que vous pouvez constater, ce que vous pouvez voir, pardon, c'est l'évolution des 3 indices qui sont disponibles à la banque. Donc en noir, vous avez notre nouvel indicateur dit hédonique. En bleu, vous avez notre indicateur classique qui tient compte seulement de la localisation et du type de logement. Et en gris, vous avez l'évolution des prix moyens. C'est généralement cette information que vous pouvez retrouver dans la presse lorsque l'évolution des prix immobiliers est commentée. Et ce qu'on constate pour les 3 régions, c'est que cette courbe noire, ce nouvel indice des prix hédoniques, augmente moins rapidement au cours du temps, en tout cas depuis 2012. Ça signifie que les caractéristiques des logements se sont globalement améliorées durant cette période. Et pour le dire autrement, vous avez un écart par rapport à l'évolution des prix moyens qui est en moyenne de 7% en 2021. Ça signifie qu'entre 2012 et 2021, les caractéristiques des logements, la qualité des logements a augmenté, de sorte que 7 points de pourcentage de la croissance est expliqué par une évolution des caractéristiques. Alors, c'est un petit peu plus fort en région wallonne et en région flamande qu'en région bruxelloise. D'où provient cette augmentation de la qualité des logements au cours du temps, au cours de la dernière décennie du moins? Eh bien, pour les 3 régions, on constate qu'elle est principalement due à 2 éléments. Le premier, dans une moindre mesure, c'est l'augmentation de la surface habitable des maisons. D'année en année, les maisons qui sont vendues sont plus grandes, ont une surface habitable plus grande. Mais le principal élément à retenir ici, c'est que
les courbes vertes, enfin les flûtes vertes, pardon, sur les différents graphiques augmentent, sont de plus en plus grandes, ce qui signifie que les performances énergétiques des bâtiments, des logements, donc les scores des PEB se sont améliorés au cours du temps. On a clairement une augmentation, une amélioration de la performance énergétique des bâtiments au cours du temps, ce qui est un élément très important et qui a un impact sur l'augmentation des prix des logements durant la dernière décennie. Alors, ce qui est intéressant d'observer déjà ici, c'est que durant la première année Covid, on n'a pas eu véritablement d'augmentation de la qualité des biens. Alors, c'est important parce que certains d'entre vous se rappellent sûrement que lorsque les premières statistiques quant à l'évolution des prix immobiliers ont été rendues disponibles lors de la période du Covid, au tout début de la période du Covid, pardon, la pandémie, on a tenté d'expliquer, en tout cas l'une des pistes d'explication pour la forte hausse des prix immobiliers était que les gens, les ménages, petit à petit, se tournaient vers des logements de meilleure qualité. L'idée était qu'ils allaient se diriger vers des logements plus grands, avec des grands jardins ou des maisons à 4 façades, parce qu'ils avaient conscience qu'ils pouvaient de nouveau être confinés et qu'il était plus agréable d'être confinés dans des grandes maisons avec des grands jardins ou par exemple dans un appartement avec un balcon, plutôt que l'inverse, et qu'on allait aussi dans le futur télétravailler de façon plus structurelle. Toutefois, nos données ne montrent pas du tout cela, puisqu'on n'a pas une augmentation de la superficie habitable moyenne durant la première année Covid. On n'a pas non plus une augmentation de la taille moyenne des jardins, et la part des maisons à 4 façades n'a pas non plus augmenté. Alors, dans les slides précédents, on s'est surtout attardé sur l'impact de la qualité des logements sur l'évolution des prix. Mais qu'en est-il des prix moyens des maisons, c'est-à-dire les prix en niveau. Sur la carte de gauche, vous pouvez constater les prix moyens des maisons en milliers d'euros pour chaque commune en Belgique. Et donc les communes bruxelloises sont bien entendu les plus chères du pays, suivies de près par les communes de la périphérie bruxelloise et par de nombreuses communes flamandes. En Wallonie, les prix des logements sont en moyenne plus bas. On note toutefois que les logements sont plus chers près de la frontière luxembourgeoise. Alors on peut, grâce à nos travaux, on peut décomposer ce prix moyen entre deux effets, l'effet dû à la localisation et l'effet dû à la qualité du bien. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'effet dû à la qualité du bien, c'est-à-dire cet effet qui peut être observé sur la carte tout à droite du slide, on remarque que la qualité des logements est plus élevée dans certaines régions du pays. On voit notamment sur la carte que c'est plus foncé en Campine, dans le Limbourg et dans certaines communes wallonnes, tout simplement parce que dans ces communes, les logements sont en moyenne plus grands, ils ont des jardins, ils disposent d'un jardin plus grand et ce sont des maisons à 4 façades. En tout cas, il y a une proportion de maisons de 4 façades qui est plus importante par rapport à d'autres communes. Notamment les communes qui sont des villes. Là, les maisons sont généralement plus petites, il n'y a pas de jardin ou il y a des jardins très petits, et ce sont souvent des maisons mitoyennes. C'est pour ça que vous constatez que ces communes sont en clair sur la carte. Pour revenir sur l'impact de la localisation, donc c'est la carte du milieu, vous voyez qu'il y a une forte correspondance avec la première carte, celle des prix moyens des maisons. Ce qui signifie que le prix moyen d'une maison est principalement expliqué par la localisation et seulement dans une moindre mesure par une variation de la qualité. On peut regrouper ces communes par grands centres urbains. Donc on peut différencier pour chaque grand centre urbain en Belgique les communes qui se situent dans le centre urbain, dans la ville, celles qui se situent en périphérie et celles qui se situent dans ce qu'on appelle la zone de navette. Alors il est intéressant de voir que la valeur de la localisation, l'impact de la localisation est plus élevé dans les villes par rapport aux zones périphériques. Et c'est surtout le cas dans les premières villes sur le graphique. Ce sont les villes qui constituent ce qu'on appelle le losange flamand ou le diamant flamand. Et donc, c'est les villes constituées de Bruxelles, Louvain, Gand, Anvers et Malines.
Là, le fait d'avoir un logement dans le centre urbain implique un prix des logements beaucoup plus élevé que si vous vous situez en périphérie. C'est moins marqué pour les grands centres urbains, les autres grands centres urbains du pays. Alors, comment on explique cela? Mais tout simplement, la ville a un pouvoir d'attraction. Ce sont des grands centres de connaissances, ce sont des centres d'activité économique, des centres d'emploi, donc par conséquent. Ce sont aussi des lieux dans lesquels il y a des infrastructures qui sont généralement de meilleure qualité. Je pense notamment à l'offre de transport en commun. Et tout cela, c'est valorisé dans le prix des logements. Et plus vous vous éloignez de ce centre, et plus le prix va décroître. Alors, un dernier élément intéressant avec notre indice hédonique, c'est de voir la croissance des prix entre 2020 et 2021. Par région urbaine. Et ce qu'on constate, c'est que durant cette première année Covid, la croissance des prix des logements est demeurée plus élevée dans les villes en général, ce n'est pas le cas systématiquement, mais en général, elle est demeurée plus élevée dans les villes par rapport aux zones périphériques ou les zones de navette. Alors c'est un élément intéressant parce qu'on peut penser que avec le recours plus structurel au télétravail, les ménages seraient amenés à s'installer hors des villes, étant donné que le trajet vers les lieux de travail qui se situent généralement dans les centres urbains serait de moins en moins important lors de la décision de l'achat d'un logement. Ce n'est pas ce qui est montré ici, puisqu'il semble que la croissance, la pression et donc la demande exercée sur les logements dans les centres urbains est demeurée plus importante durant cette première année Covid. Il conviendra toutefois de suivre cette évolution dans le futur, puisque, bien entendu, les décisions de localisation des ménages peuvent prendre du temps et qu'en période de pandémie, comme ça a été le cas en 2020 et 2021, ces décisions sont sûrement rendues plus difficiles. Nous voulions également profiter de l'occasion de cette présentation pour discuter de l'enjeu de la transition énergétique des logements. Donc c'est une problématique qui est très importante pour le marché immobilier, mais c'est aussi un enjeu sociétal dans son ensemble, puisque les logements représentent 20% de la consommation totale d'énergie et des émissions de CO2 en Belgique. Et elles sont principalement dues au chauffage des logements. Et donc la transition énergétique des logements est bien sûr un élément important dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour atteindre les objectifs climatiques. Il y a bien sûr d'autres avantages à rénover d'un point de vue énergétique son logement. Je citerai surtout la baisse de la facture énergétique qui est d'autant plus importante que nous nous situons dans un contexte où les prix d'énergie augmentent fortement. Mais alors concrètement, quels sont ces objectifs? Alors l'objectif, c'est d'atteindre en 2050 un score PEB moyen de 100 kWh par mètre carré par an pour l'ensemble du parc immobilier dans les 3 régions du pays. Et donc, ça équivaut en fait au label A pour un score PEB. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est où en sommes-nous actuellement? Et donc, si on regarde l'évolution des scores PEB moyens des maisons vendues année après année, on constate une amélioration. Donc, vous avez une diminution de la ligne noire sur les 3 graphiques pour les 3 régions. Si le score PEB diminue, ça signifie que les performances énergétiques des bâtiments en moyenne augmentent. Vous avez en effet de plus en plus de maisons qui sont vendues et qui bénéficient d'un certificat PEB avec la lettre A ou la lettre B ou la lettre C. Cette amélioration du score moyen, du score PEB moyen, pardon, est visible de manière plus forte en Wallonie et en Flandre. Elle est moins visible en région de Bruxelles-Capitale, même si elle est également présente. Mais il convient de noter aussi que la situation initiale en région de Bruxelles-Capitale était plus favorable que dans les 2 autres régions et qu'elle est encore actuellement plus favorable. Toutefois, ce qui est important de noter, c'est qu'on reste très éloigné de l'objectif en 2050, qui est pour rappel un PEB de 100 kWh par 100 kWh par mètre carré, pardon, et que donc cela nécessitera encore d'importants efforts pour pouvoir l'atteindre.
Sur le slide précédent, on regardait la situation pour les maisons qui étaient vendues. Ici, c'est la situation pour les appartements. Alors, on constate aussi une amélioration des scores PEB moyens, qui est toutefois moins marquée. Mais attention, la situation initiale des scores PEB, enfin des performances énergétiques pour les appartements, est bien plus favorable que pour les maisons. Pourquoi? La structure même d'un appartement permet d'avoir un score PEB plus favorable. Ces logements sont entourés d'autres logements, donc il y a moins de murs extérieurs par exemple, et donc moins de perdition d'énergie. Donc il y a une amélioration du score PEB au cours du temps, elle est moins marquée que pour les maisons et on demeure encore éloigné de l'objectif de 2050, même si on en est plus proche, donc des efforts devront aussi être entrepris. Alors, il est à noter que sur ces deux derniers slides, ce qu'on vous a montré, c'est le score PEB des maisons et des appartements qui sont vendus, qui ont fait l'objet d'une transaction. Il est important de noter que généralement, en moyenne, ce score PEB est plus mauvais pour les maisons qui sont vendues que pour l'ensemble du parc immobilier, tout simplement parce que la plupart des travaux de rénovation ont généralement lieu juste après l'achat d'un logement. Ce qui fait que le score PEB moyen est sûrement plus important pour l'ensemble du parc immobilier que pour les transactions qui ont eu lieu. Mais on demeure sûrement très éloigné de cet objectif de 2050. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement, cet objectif pour 2050? Donc, c'est d'aller vers un label A, comme je l'expliquais précédemment. C'est un énorme défi puisque ça représente, selon les estimations, un coût d'investissement qui se situe entre 50 000 et 80 000 euros par logement. Donc, pour l'ensemble du parc immobilier en Belgique, on tourne aux alentours des 250 à 400 milliards d'euros, ce qui est donc un formidable défi qui attend le marché immobilier. Ça signifie aussi que le rythme de rénovation doit être soutenu. On estime que 3% des logements en Belgique doivent être rénovés en profondeur chaque année pour atteindre cet objectif, ce qui signifie que 170 000 logements par an doivent être rénovés en profondeur. Et donc, ça pose un défi important pour le secteur de la construction, car il faudra une main-d'œuvre en suffisance pour pouvoir réaliser ces travaux de rénovation. Ça pose aussi des défis en termes de financement pour les ménages. On estime que près de la moitié des ménages ne peuvent pas financer cette rénovation en profondeur de leur logement. Le retour sur investissement de tels travaux de rénovation peut être long. Il dépend aussi de toute une série de facteurs. Notamment la situation initiale des logements. On a vu que les performances énergétiques des appartements étaient meilleures que celles des maisons. Il va aussi dépendre de l'évolution des coûts de construction, des coûts des matériaux de construction, des coûts des matériaux pour la rénovation. Il va également dépendre de l'augmentation des prix de l'énergie. Il est aussi à noter que les incitants sont très importants pour cette question. Par exemple, on peut prendre le cas d'un propriétaire qui aura sûrement moins d'incitants à rénover en profondeur le logement qu'il loue, puisqu'il ne sera peut-être pas nécessairement le premier bénéficiaire de cette rénovation. C'est le locataire qui bénéficiera notamment d'une réduction de sa facture énergétique. Donc, c'est un formidable défi qui attend le secteur de la construction, le marché de l'immobilier, les ménages, mais aussi les autorités publiques. Alors, l'un des autres constats que l'on peut faire, c'est que le fait de bénéficier d'un score PEB favorable, donc une lettre A, une lettre B, une lettre C, va augmenter le prix auquel vous pouvez vendre votre maison de façon assez logique. Donc ici, sur les graphiques, on va mesurer l'impact des différents scores de PEB sur les prix des maisons en comparant chaque score à une situation où le score PEB est de 350, ça équivaut à la lettre D. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, si votre logement a des performances énergétiques qui sont jugées hautes et bonnes, vous pouvez vendre votre logement pour une somme qui serait supérieure à 10 ou 12% à la moyenne des logements. À l'inverse, si votre logement
ne bénéficient pas de performances énergétiques importantes et se situent même tout en bas de l'échelle PEB, il y aura une décote qui sera appliquée sur le prix de votre maison aux alentours de 10 à 15%. Et ce qui est surtout intéressant de noter, c'est que ce différentiel des prix entre les maisons dont le score PEB est élevé ou faible, a augmenté au cours du temps. Et donc, on le doit surtout à la conscientisation croissante auprès des ménages quant à l'importance des performances énergétiques lors de l'achat des logements. Et cette tendance, selon nous, devrait continuer dans l'avenir en raison des obligations de rénovation, mais aussi de l'augmentation future des prix de l'énergie. Donc, pour conclure cette présentation, nous pourrons passer en revue les différents messages que cette présentation a apportés et qui pourront être discutés par la suite dans la session de questions-réponses. Alors, tout d'abord, on a vu que les prix de l'immobilier résidentiel, de manière ce n'est pas une surprise, ont augmenté de façon nette depuis plusieurs décennies. Cette tendance s'est récemment poursuivie et s'est même accélérée. On la doit surtout à des facteurs de demande et non d'offres, en particulier la persistance des taux d'intérêt à des niveaux bas. C'est une évolution qui est observée ailleurs en Europe, pas seulement en Belgique. Ceci a dégradé quelque peu l'accès à la propriété, en particulier pour les jeunes candidats acheteurs, mais attention, ils ont toujours accès et participent toujours activement au marché hypothécaire. Les travaux relatifs à notre nouvel indice hédonique ont montré que les performances énergétiques ont une importance croissante dans l'évolution des prix des logements. Et la rénovation énergétique des logements, justement, qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2050, constitue un énorme défi pour de nombreux acteurs qui devront chacun jouer leur rôle, les ménages, le secteur de la construction, mais aussi les autorités publiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et comme dit en introduction de la présentation, nous restons disponibles pour d'éventuelles questions auxquelles nous pouvons déjà répondre tout de suite. Donc voilà, je vais rendre la parole maintenant au modérateur. Eh bien, merci Christopher pour ce webinaire, cet exposé qui était vraiment très intéressant et vraiment très complet. Alors, on a reçu quelques questions. D'abord, la première question qui est arrivée dans le début de ton exposé, tu as parlé des prix donc des logements et tu as plus spécifiquement expliqué qu'il y avait une diminution des prix avec la crise qui a eu durant les années 80 et aussi la crise de 2008. Alors, on se demandait si on pouvait espérer quand même une diminution des prix avec la crise que l'on vit actuellement. Merci pour la question. Je ne sais pas si Geert voulait répondre, mais... C'est comme toujours. Pardon. Peut-être commencer, puis tu rajoutes. Donc, en fait, on ne publie pas trop les projections des prix résidentiels pour l'immobilier résidentiel. On en fait. Ça ne fait pas partie, en fait, de nos publications. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus incertain, etc. Mais je peux quand même vous dire qu'on ne prévoit pas une baisse ou une chute des prix, une grande crise sur le marché. Tout dépend aussi, évidemment, de la nature de la crise. Donc, la crise qu'on a vécue ou qu'on est en train de vivre maintenant est peut-être un peu moins grave que les crises précédentes dont à laquelle Christopher faisait référence. Donc, je pense que le scénario, mais je parle sous contrôle de Christopher, de référence qu'on a actuellement est plutôt d'un scénario de soft landing. Donc, je pense que la hausse énorme des prix qu'on a vu en 2021 ne se poursuivra peut-être pas avec la même vitesse en 2022. Mais de là à dire que les prix vont diminuer, ça je ne pense pas. Mais je ne sais pas, Christopher, si tu veux ajouter encore quelque chose. Non, c'est parfait, c'est complet. Donc, effectivement, on n'imagine pas que les prix diminuent de façon drastique, pas comme ça a pu être le cas dans certains pays, notamment lors de la crise de 2008-2009. On est très loin de cette situation. Alors, merci. Comme autre question, on avait aussi, vous avez expliqué qu'il y avait donc une offre qui
pouvait être peu flexible et que c'était dû notamment à des entraves physiques ou des entraves réglementaires. Alors, vous avez parlé également du PEB, donc il y avait une influence sur le prix. Est-ce que on peut pas dire aussi qu'il y a une influence sur le fait que on impose maintenant aux personnes qui désirent acheter une maison et qui font un emprunt, qui contractent un emprunt hypothécaire, que l'apport personnel doit être beaucoup plus élevé pour éviter qu'il y ait un endettement qui soit trop élevé à charge de la famille? Je n'ai pas trop bien compris la question. Véronique, donc est-ce qu'il y a un antagonisme entre le fait que l'apport personnel augmente et quoi ou... Le fait que les banques exigent en tout cas qu'il y ait un apport personnel qui soit beaucoup plus important, donc de la part donc des ménages qui souhaiteraient donc acheter une maison et contracter un emprunt hypothécaire pour cette raison-là, finalement ça influence énormément et ce n'est pas dû uniquement au fait que l'offre est plus flexible. Il y a cette contrainte-là qui existe au niveau donc des candidats acheteurs, quoi. Ah, ok, je comprends. Oui, donc effectivement, ça c'est toute la question de l'accessibilité au logement donc, que Christopher a traité. Donc on voit effectivement que l'apport personnel augmente de plusieurs milliers d'euros. C'est bien ça, ou bien la charge de remboursement augmente, comme tu dis, évidemment. Est-ce que c'est ça qui retient l'offre? Non, je ne pense pas que c'est ça la grande cause, parce qu'on constate effectivement que dans les données sur les emprunts hypothécaires, que les jeunes, les primo-acquéreurs, comme le terme technique le veut, achètent toujours des maisons, des logements en tout cas, donc participent toujours au marché. La grande question, c'est quelle maison ou quel logement ils achètent, et on voit que où on pense qu'effectivement l'accès au logement dans certaines villes, comme Christopher a dit, Louvain, Gand, etc., Bruxelles, évidemment, devient de plus en plus difficile. Donc, c'est plutôt un changement de la demande. Donc, on devra chercher plutôt ailleurs que dans le centre de Gand, dans le centre de Louvain, dans le centre de Bruxelles, où on doit chercher peut-être des maisons plus petites. Mais en soi, ça n'influence pas trop l'offre, il me semble. Christopher, je ne sais pas si j'ai mal compris la question et si tu veux ajouter encore quelque chose. Non, de nouveau, je pense que ta réponse est complète, Geert. Ok. Et alors, comme dernière question que j'ai reçue, vous avez fait un comparatif entre la Flandre et la Wallonie au niveau donc de l'offre des maisons et expliqué donc les différenciations. Est-ce que vous avez tenu compte dans votre étude du fait que, par exemple, en Wallonie, il y a peut-être une offre qui est moins importante au niveau des logements, dû aussi au fait qu'il y a beaucoup plus de terrains agricoles et de terrains qui ne sont pas donc destinés aux bâtiments? Oui, donc la rareté des terrains est un facteur extrêmement important dans notre analyse. C'est un facteur qui contribue, à notre avis, clairement à la hausse des prix qu'on a vu. Et il est vrai que cette rareté des terrains est beaucoup plus importante comme phénomène en Flandre, à Bruxelles, n'oublions pas, qu'en Wallonie. Donc en Wallonie, la pression que ce facteur en fait donne sur l'évolution des prix est un petit peu moindre. On a ça aussi par province, si je me souviens bien. Et on voit de nouveau qu'en moyenne, les provinces wallonnes, pour cette raison-là, ont une hausse des prix un petit peu moindre que celle flamande. Et de nouveau, Bruxelles, évidemment, c'est un case in point, comme on dit, pour la rareté des terrains. C'est ça. Ok, ben écoutez, je n'ai pas reçu d'autres questions. Je vous remercie en tout cas à tout le monde donc d'avoir participé à ce webinaire et vous aussi aux conférenciers pour cet exposé super intéressant. Je voudrais vous dire à ceux qui ont participé au webinaire qu'il y a un lien qui va vous être envoyé pour évaluer ce webinaire, mais également un lien avec l'enregistrement de ce webinaire et les slides du webinaire. Il y aura aussi un enregistrement sur notre
notre chaîne YouTube et sur Spotify. Alors, le prochain rendez-vous, je vous le fixe, ce sera en juin et le thème sera l'actualité fiscale. Vous allez recevoir bientôt donc une invitation. La date n'a pas encore été terminée, mais ce sera donc durant le mois de juin. Voilà, merci à tout le monde et je vous souhaite une agréable après-midi. Au revoir. Au revoir.